Que faites-vous avant d'aller vous coucher? Vous préparez peut-être votre lunch du lendemain, les vêtements que vous allez porter, ou alors vous regardez cette vidéo. Vous enfilez votre plus beau pyjama, hop, un brossage de dents et au lit. Et là, après plusieurs minutes dans le noir, à chercher le sommeil, une question surgit dans votre esprit. Est-ce que j'ai bien pensé à fermer la porte à clé? C'est fini. Vous n'arrivez plus à dormir tant que vous ne saurez pas aller vérifier. Le cas que nous allons découvrir aujourd'hui fait partie des raisons pour lesquelles cette question vous empêche de dormir. Le jour où un monstre a profité de la confiance qu'accordaient des femmes à leur voisinage. Aujourd'hui, l'affaire que je vais vous raconter se passe à Jonquière, une petite ville d'environ 60 000 habitants, située entre le fjord Saguenay et le lac Saint-Jean. Un endroit calme, entouré de nature, où l'on peut voir les belugas qui maternent leurs petits dans la rivière à côté, mais aussi les rorquals, les phoques, les marsouins et les baleines qui migrent dans le fleuve Saint-Laurent du printemps à l'automne si l'on fait quelques kilomètres en voiture. L'endroit est aussi connu pour ses beaux hivers où l'on peut aller skier, faire de la raquette ou de la motoneige. Bref, un petit paradis pour ceux qui aiment la nature et souhaitent profiter des paysages typiques du Canada. Une étudiante sans histoire. Le jeudi 27 avril de l'an 2000, Guylaine Potvin, qui vient tout juste de célébrer ses 19 ans, est avec son amie Audrey Saint-Pierre dans l'appartement sur la rue Panet qu'elle occupe depuis un an avec deux autres colocataires, étudiantes comme elle au cégep de Jonquière pour devenir éducatrice spécialisée. Le cégep, c'est un établissement d'enseignement préuniversitaire uniquement présent au Québec. C'est un lieu d'apprentissage qui permet de passer des formations diplômantes et d'entrer déjà dans le monde du travail pour les étudiants qui souhaitent s'arrêter là. Pour les Français qui nous écoutent, c'est un peu l'équivalent du BTS. Mais le cégep, c'est aussi un bon début pour ceux qui souhaitent poursuivre un baccalauréat puis une maîtrise à l'université ensuite. Guylaine, c'est une jeune femme réservée et gentille. Ses amis disent d'elle que c'est une excellente confidente qui s'en fait pour ses proches. Elle est dévouée et est une excellente partenaire de travail. Elle fait tellement attention aux autres que ses amis la surnomment affectueusement Maman Guylaine. Elle est la fille de Janine Cahouette et Romuald Potvin. Elle a également deux sœurs, Karine et Chantal, et un frère, Karl. C'est une famille sans histoire avec qui elle s'entend merveilleusement bien. Elle a quitté le nid familial quelques mois plus tôt pour la première fois lorsqu'elle a emménagé dans cette colocation. Son rêve, c'est de devenir éducatrice spécialisée parce qu'elle a toujours voulu aider les autres. Investie avec ses parents pour sa communauté, elle a souvent participé à des événements qu'ils organisent dans leur paroisse pour aider les gens. Ce jour-là, Audrey et Guylaine travaillent toutes les deux dur sur un gros projet scolaire qu'elles doivent rendre le lendemain en classe. Dans la journée, Guylaine parle un peu avec sa mère au téléphone. Elles échangent sur le fait qu'elles doivent se voir le lendemain, car sa mère a prévu d'aller la chercher après les cours pour passer le week-end ensemble. Elles discutent aussi d'un projet de mission humanitaire à Haïti, pour lequel Guylaine souhaite participer. Après une longue journée de travail, les deux jeunes femmes décident d'aller au restaurant pour souper et se détendre un peu. Tout en mangeant, elles discutent de leurs devoirs, mais aussi des potins de cours qui circulent. Studieuses, elles décident de ne pas boire d'alcool pour rentrer tôt et être en forme le lendemain afin de présenter leur projet dans de bonnes conditions. Après avoir passé la soirée chez son amie, Audrey quitte l'appartement rue Panet vers 21h30 et rentre chez elle. Guylaine lui a bien proposé de dormir à la maison, mais n'habitant pas très loin, celle-ci a décidé de décliner l'offre. Guylaine, comme à son habitude, lui a donc dit avant de partir « Sois prudente, fais attention ». Guylaine vit dans le sous-sol d'une maison résidentielle. Pour ceux qui se le demandent, elle ne vit pas dans la cave, mais dans un appartement semi-enterré. Ce sont des logements en sous-sol qui sont moins chers à louer en raison d'une faible quantité de lumière entrante, surtout l'hiver quand la neige a tendance à obscurcir les fenêtres, ce qui profite aux étudiants ou aux personnes à faible revenu. Ce soir-là, Guylaine est seule. Ses deux colocataires sont absentes pour la soirée. Ayant totalement confiance en la sécurité de son quartier et sachant que sa colocataire oublie souvent ses clés, Guylaine a pour habitude de toujours laisser la porte de chez elle ouverte. Après tout, elle habite dans une petite ville tranquille. Ce n'est pas l'endroit où on retrouve beaucoup de criminalité, et les femmes là-bas n'ont normalement aucune raison d'avoir peur de se promener le soir dans les rues. Et puis, ses propriétaires vivent dans la maison au-dessus. Que pourrait-il donc bien se passer? Une horrible découverte. Le lendemain au petit matin, Guylaine devait appeler Audrey comme à son habitude, mais elle ne l'a pas fait. Audrey l'appelle donc plusieurs fois, mais Guylaine ne répond pas. Cela n'inquiète pas du tout son amie. Peut-être qu'elle n'a pas fini de se préparer. Elle doit peut-être être sous la douche ou avoir fait une panne de réveil. Elle finit de se préparer, puis retente sa chance en repassant quelques appels. Mais toujours pas de réponse.
Comme il commence à être tard et qu'elle habite à proximité du cégep, elle décide donc de se rendre chez elle pour aller la réveiller et éviter qu'elle soit en retard pour ses cours. Et pour le gros projet à rendre, si t'as bien suivi. Elle frappe à la porte, mais personne ne lui répond. Sans doute Guylaine est sous la douche et ne l'entend pas. Audrey décide d'entrer puisqu'elle sait que son amie laisse toujours la porte ouverte. Elle se rend dans le salon tout en l'appelant par son nom. Mais toujours pas de réponse. Elle passe par la cuisine, tend l'oreille vers la salle de bain. Il n'y a aucun bruit. Elle se dirige donc vers sa chambre et voit à travers la porte entr'ouverte Guylaine, allongée, dénudée sur son lit. Sachant son amie très pudique et gênée de la voir comme ça, Audrey se tourne tout en continuant de l'appeler. Mais Guylaine ne lui répond toujours pas. Comprenant que ce silence n'est pas normal, Audrey décide tout de même d'entrer dans la chambre en gros désordre pour voir comment va son amie. Elle comprend rapidement que celle-ci est décédée, puisqu'elle ne bouge ni ne respire plus. Mais que, surtout, sa tête et sa bouche ont pris une horrible teinte bleutée. Une ceinture en cuir est enroulée autour de son cou. Audrey ne peut s'empêcher de crier son nom, même si elle sait déjà que c'est en vain. Elle vérifie qu'il n'y a pas ses colocataires dans les autres chambres pour demander de l'aide, mais elles ne sont pas là. Là, elle réalise que c'est sans doute un homicide. La peur l'envahit. Et puis, une affreuse pensée la submerge. Et si le tueur était toujours là ? Prise de panique, se pensant peut-être observée et en danger, elle sort en courant du logement. Arrivée dehors, elle se dit qu'il faut qu'elle prévienne la police. Comme les téléphones portables ne sont pas du tout répandus à l'époque, elle comprend qu'elle doit faire preuve de courage et entrer à nouveau chez son amie pour appeler les secours. Audrey respire un grand coup et entre à nouveau dans l'appartement où elle appelle le 911. Elle en profite pour retourner dans la chambre de son amie, vérifier s'il y a encore un pouls, même si elle n'y croit plus. C'est à ce moment qu'elle remarque que le lit est déplacé et que des tiroirs sont ouverts et brisés. Les secours arrivent quelques minutes plus tard, mais il est trop tard. La ville a bel et bien quitté. Annonce et début d'enquête compliqués. Après une journée où rien ne va, où les choses qu'elle a prévu de faire ne s'enchaînent pas bien, comme si quelque chose clochait, Janine, la mère de Guylaine, sent comme une mauvaise ambiance. En rentrant de ses courses, qu'elle est partie faire dans l'après-midi, elle découvre que la police l'attend à son domicile. Janine ne comprend pas. Les enquêteurs refusent d'abord de lui parler tant qu'elle ne s'est pas assise. Alors, elle rentre avec ses courses dans les bras et va s'asseoir à la table du salon dans l'incompréhension totale. Janine répond aux questions des enquêteurs qui souhaitent confirmer son identité. On demande à Romuald, son mari, de s'asseoir aussi. Et là, sans beaucoup de détours et de délicatesse, les policiers leur apprennent de but en blanc que Guylaine a été retrouvée sans vie dans son lit le matin même. Bien sûr, les parents sont sous le choc de cette nouvelle. Leur univers entier s'écroule. Leur magnifique petite fille, si souriante et bonne envers les autres, ne fera plus jamais partie de leur vie. Quand le reste de la famille l'apprend, tout le monde est sous le choc. Chantal Potvin, sa sœur, raconte. Quand ça arrive, c'est vraiment une bombe. On ne s'attend pas à quelque chose comme ça, que ça puisse arriver. Surtout dans une famille tranquille comme la nôtre, sans histoire. D'autant plus que Guylaine était une personne à son affaire, très discrète, et elle voulait aider son prochain. Plus tard, lorsqu'Audrey, l'amie de Guylaine, aidera sa famille à vider son appartement, ils découvriront que son appareil photo, des photos et sa bague de finissant ne sont plus là. Ils donneront cette information à la police. Mélissa, une des deux colocataires, dira également plus tard à la police que cela faisait quelque temps qu'elle avait déjà eu l'impression d'être suivie. En effet, quelques jours avant le meurtre, en sortant de la petite épicerie près de la colocation, Mélissa avait eu l'impression qu'un homme la filait. Elle s'était donc arrêtée à un tournant et avait attendu que l'homme continue sa marche. En rentrant à la maison, elle en avait parlé avec ses colocataires, mais pour se rassurer, elle s'était convaincue que ce n'était qu'une impression. La pathologiste sur l'affaire apprend à la police que Guylaine est morte par strangulation avec une ceinture retrouvée sur place, mais qu'elle a aussi un traumatisme contendant à la tête et à l'épaule, une marque de morsure sur son sein gauche, ainsi que des blessures à la région de l'aine qui montrent qu'elle a aussi été agressée sexuellement. De l'ADN a également été découvert sur la scène de crime sous les ongles de Guylaine, ce qui montre qu'elle a essayé de se défendre. Ils en retrouveront sur 7 autres parties de son corps, sur le t-shirt qu'elle portait et sur une boîte de condoms retrouvée sur place. Mais malgré l'obtention de cette précieuse preuve, il n'y a aucune correspondance dans la base de données de la police. Les enquêteurs vont donc interroger ses connaissances, ses amis, sa famille, pour découvrir qui aurait pu faire ça à l'étudiante de 19 ans. Ils font du porte-à-porte auprès du voisinage pour savoir si quelqu'un a vu ou entendu quelque chose. Ils interrogent les étudiants et le personnel du cégep. Peut-être que quelqu'un s'était fait remarquer auprès de Guylaine plus tôt. Mais personne n'a rien vu ni entendu. Même si le sentiment de Romuald, le père de Guylaine, est que son meurtrier lui a parlé avant et qu'il devait la connaître. Il n'y a rien de plus, l'enquête piétine.
Les jeunes femmes de Jonquière et de toute la région Saguenay-Lac-Saint-Jean n'osent plus sortir le soir, aller au cégep seul à pied, et tous les habitants ferment leurs portes à double tour. Tout le monde vit dans la crainte que le meurtrier récidive. Et c'est malheureusement ce qui va survenir quelques mois plus tard. Une seconde attaque. Dans la nuit du 2 au 3 juillet de la même année, un homme s'introduit dans le domicile de Karine Saint-Denis, une étudiante de 19 ans résidant à Sainte-Foy, un quartier de la ville de Québec. Là encore, la jeune femme faisait totalement confiance à son voisinage et ne fermait pas la porte de son logement. Alors qu'elle dort profondément, quelqu'un s'introduit dans son logement, puis entre dans sa chambre et entoure son cou avec ses grosses mains d'homme et l'étrangle dans son sommeil pour ensuite l'agresser sexuellement. Elle témoignera avoir eu la sensation qu'un ours l'attaquait. Il s'enfuit ensuite, la laissant pour morte, coincée entre son matelas et le mur. Mais fort heureusement, elle reprend conscience quelques minutes plus tard. Péniblement, elle essaye de prendre son téléphone, mais le fil a disparu. Alors, elle se traîne jusqu'à chez ses voisins. Transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche, elle se remet rapidement de ses blessures physiques, mais vivra ensuite dans la peur constante que son agresseur revienne et ne passera plus jamais une nuit complète à dormir. L'enquête permettra de découvrir de l'ADN au domicile de l'étudiante. Là aussi, un bracelet a été volé. L'enquête. L'ADN récupéré dans l'appartement de Karine Saint-Denis va matcher. Il est identique à celui retrouvé sur la scène de crime de Guylaine Potvin. Le mode opératoire est également identique. Donc, puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série, GECS, coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s'agit d'une structure de commandement unifiée au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d'identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leurs arrestations. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes. Le fait que le meurtrier ait récidivé dans une ville à plus de 200 km du domicile de Guylaine Potvin laisse penser qu'il ne la connaissait pas forcément et que c'était peut-être plus un crime d'opportunité. Ne lésinant pas sur les moyens sur cette affaire qu'ils prennent très au sérieux, les enquêteurs vont interroger plus d'1 millier de personnes comprenant des centaines de suspects potentiels, comparer plus de 250 ADN, même soumettre ces dossiers au logiciel Salvac, le système d'analyse des liens de la violence associée au crime. Un logiciel capable d'établir des liens entre plusieurs crimes et de soutenir les policiers spécialisés dans le profilage. Et le Salvac n'a pas étendu ses recherches qu'au Canada. Non, mais à 8 autres pays, dont la France. Pourtant, malgré cet effort soutenu de la part des enquêteurs aidés de la technologie et des moyens mis en place tout au long de l'enquête, aucun réel suspect ne ressort. En 2005, une enquête télévisée nommée « Qui a tué ?», animée par Jean-François Guérin et Claude Poirier, révèle les images encore non dévoilées jusque-là des bijoux volés sur les 2 scènes de crime. Elle refait le tour de l'affaire et de l'enquête en cours. Des témoignages de l'ami de Guylaine, d'Audrey, de Karine Saint-Denis, mais aussi des parents de Guylaine en font partie. Ils espèrent tous que le coupable, peut-être par culpabilité et mauvaise conscience, se dénonce. Ou au moins que quelqu'un se souvienne de quelque chose. L'émission va permettre aux enquêteurs d'aller vers de nouvelles pistes grâce à la 50aine d'appels reçus suite à la diffusion. De nouveaux interrogatoires ont lieu. Des tests ADN supplémentaires sont faits et écartent encore des suspects. Les policiers vont aussi vérifier si le violeur en série David Côté, emprisonné aux États-Unis, est potentiellement impliqué dans cette affaire. Mais après enquête, le suspect est écarté. Les années continuent de passer et il n'y a toujours aucune piste sérieuse. Fatiguée de voir que l'enquête n'avance pas, Karine Saint-Denis remue ciel et terre pour faire condamner son agresseur. Il faut comprendre que les policiers actifs traitent plus souvent les cas en cours pour arrêter ceux qui commettent des crimes en cours. Le cas de Guylaine Potvin étant un vieux dossier qu'on n'arrive pas à élucider, il est donc naturellement doucement mis de côté. Karine porte plainte dans les plus hautes administrations pour que son dossier et celui de Guylaine Potvin passent au service des Colcaise, spécialisés dans la réouverture des vieux dossiers, ce qui permettrait d'avoir plus de personnes concentrées sur ce dossier. 18 ans après les faits, ce sera enfin le cas. Le meurtre de Guylaine Potvin et l'agression et tentative de meurtre de Karine Saint-Denis deviennent officiellement en Colcaise, transférés aux services concernés en 2018. Et il faudra attendre en tout 22 ans pour que l'enquête prenne enfin un nouveau tournant. Les liens de filiation. Avec l'avancée technologique, la police scientifique dispose maintenant d'un nouvel outil, son nom patronyme. Le concept est simple. En effet, l'humain possède 46 chromosomes composés en 23 paires. La 23e paire détermine le sexe de la personne. Si c'est une femme, elle aura 2 X. Si c'est un homme, cette paire sera composée d'un X et d'un Y.
Chacun des chromosomes de cette paire est donné par un parent. La mère ne peut transmettre que le X. Le père, lui, peut transmettre soit un X, et cela donnera une fille, soit un Y, et cela deviendra un garçon. En partant de ce principe, on comprend que le Y ne peut être transmis que de père en fils, et cela sur toutes les générations. Ce nouveau programme part du principe que si les Y ne peuvent se transmettre que par le père, comme le patronyme, tous les hommes de la famille ayant ce Y en commun auront certainement le même nom de famille également. Excepté, bien sûr, les enfants illégitimes, les adoptions, les dons de sperme ou les bris de lignée, etc. Sans accuser quelqu'un en particulier, cet outil permet simplement d'offrir de nouvelles pistes à la police à travers les lignées paternelles. Il donne un nom de famille et après, aux policiers d'enquêter. En 2022, les enquêteurs vont donc tenter leur chance avec ce nouveau programme. Le profil ADN de l'agresseur est établi. La recherche est lancée sur la banque d'ADN PIST qui répertorie plus de 138 000 profils Y provenant d'hommes qui ont envoyé leur ADN à des sites de généalogie. Le logiciel propose ensuite une liste de noms de famille avec les probabilités d'appartenance de cet ADN à ces familles. Une correspondance parfaite vaudrait un résultat de 98. Valérie Clermont-Baudouin, la biologie judiciaire sur ce dossier, a trouvé 8334 correspondances, dont 384 avaient plus de 65. Pour filtrer un peu ces résultats, elle élimine tous les résultats inférieurs à 80. Deux noms ressortent du lot. Verdusco, avec un score de 80.5 sur 98, et Grenon, qui lui a obtenu 94 sur 98. Sur ce dernier nom, dans les 23 paires de chromosomes analysées, 2 paires seulement étaient manquantes, ce qui n'a pas pu rendre le score maximum. Mais sur les 21 paires restantes, le match était parfait. 21 sur 21. La recherche se faisant à l'aveugle, la biologie soumet ses résultats aux enquêteurs sans savoir que l'un de ces noms va leur sauter aux yeux. En effet, au cours des 22 dernières années, même si la majorité des suspects ont pu être écartés du dossier grâce à ces comparatifs ADN, certaines personnes d'intérêt ont refusé de se soumettre à cette vérification. Et Marc-André Grenon en a fait partie. Un homme sans remords. Marc-André Grenon est né en 1975. On sait peu de choses de sa vie, mis à part qu'elle a été marquée par l'itinérance et des comportements violents. Il a résidé dans plusieurs villes du Québec au cours de ces 2 dernières décennies, vivant notamment dans des refuges pour sans-abri. Grenon est décrit comme un colérique, manipulateur et violent, exerçant des violences conjugales tant physiques que psychologiques dans sa vie intime. En avril 2000, il habite à Jonquière, dans la rue voisine de l'appartement de Guylaine Potvin, littéralement en face de chez la victime. Mais lors de sa rencontre avec les enquêteurs, il va donner l'adresse d'un centre d'accueil pour itinérants comme domicile principal. Et devinez quoi ? En juillet 2000, il a déménagé à Québec, exactement à 450 mètres de l'appartement de Karine Saint-Denis. Il bénéficie pendant plusieurs années d'un service d'accompagnement et de réadaptation sociale par l'Association québécoise pour une réadaptation psychosociale qui n'a aucune idée de l'homme qu'il est vraiment. Il témoignera même en 2017, lors d'un colloque, le fait d'avoir réussi à s'en sortir après avoir témoigné de son parcours de vie parsemé de problèmes. Redonner un sens à ma vie, faire ses propres choix, tu sais. Moi, on a décidé pour moi pendant une longue période de ma vie, puis maintenant, je suis capable de prendre mes décisions. Et oui, c'est possible que la personne redevienne autonome, puis soit capable de fonctionner dans la société, puis que dans la communauté, puis qu'elle soit productive. Et oui, il y en a qui manquent vraiment pas de culot. Après avoir obtenu les résultats du logiciel patronyme et recoupé ceux-ci avec leur enquête, les enquêteurs vont donc chercher l'homme suspecté dans cette affaire de meurtre, de tentative d'assassinat et de viol. Ils le retrouvent dans la ville de Granby, au sud de Montréal. Le 2 août 2022, ils vont mettre en place une filature dans l'espoir de pouvoir recueillir son ADN et confirmer leurs soupçons. Durant cette filature, Grenon va aller voir un film au cinéma et s'acheter une boisson. À la sortie du film, il va jeter son gobelet et ses pailles dans une poubelle du cinéma. Les policiers en civil qui le suivent s'en emparent, les mettent immédiatement sous scellé et les envoient en analyse. L'ADN retrouvé sur les pailles match avec celui retrouvé sur le corps de Guylaine Potvin, sur la boîte de condo et sur celui retrouvé dans l'appartement de Karine Saint-Denis. Un mandat d'arrêt est donc délivré contre Marc-André Grenon. Le 12 octobre 2022, à 10h43,
les enquêteurs de la Division des disparitions et des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec procèdent à l'arrestation de Marc-André Grenon, 47 ans, sur son lieu de travail, dans un entrepôt de distribution alimentaire de Granby. Après s'être fait lire ses droits, le suspect est transporté vers le grand quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal pour qu'on y exécute différents mandats de prélèvement, notamment officiellement son ADN par un prélèvement d'une goutte de sang au bout de son doigt. On lui prend ensuite ses empreintes dentaires et digitales. 22 ans et 6 mois après la mort de Guylaine Potvin, il est placé en détention provisoire et inculpé pour meurtre au premier degré, abus sexuel et tentative de meurtre au premier degré. Grenon nie en bloc les faits qui lui sont reprochés. Le procès. Le lundi 15 janvier 2024, le procès débute au palais de justice de Chicoutimi. Après l'énoncé des charges qui pèsent contre lui, soit agression sexuelle grave et meurtre au premier degré, l'homme de 49 ans a plaidé non coupable. Comme tout accusé, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Une des avocates de la défense, Karine Poliquin, annonce le même jour que Grenon décide de ne pas présenter de défense à son procès, c'est-à-dire qu'il ne témoignera pas à la barre pour éviter un verdict de culpabilité. Pour comprendre pourquoi il fait ça, c'est simple. Un accusé n'a aucune obligation de présenter une défense ni de faire entendre des témoins, ou de témoigner à son procès. Si l'accusé estime que la preuve offerte au jury n'est pas convaincante, il peut choisir sa stratégie et demeurer silencieux. C'est à la couronne d'apporter des preuves et démontrer la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable au jury. Le code criminel définit le meurtre au premier degré comme étant prémédité et délibéré. Mais un meurtre est également au premier degré s'il est commis au cours d'une agression sexuelle. Les meurtres au premier et deuxième degré sont automatiquement passibles d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Mais les meurtres au premier degré ne sont pas assortis d'une possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, l'admissibilité à la libération conditionnelle peut être fixée à aussi peu que 10 ans. Le procureur de la Couronne, Pierre-Alexandre Bernard, soutient le fait que Grenon a certainement vu Guylaine dormir dans son lit et a décidé de l'agresser. Parce qu'elle a été tuée lors d'une agression sexuelle, a-t-il dit au jury, le verdict devrait être un meurtre au premier degré. Il va donc, pendant plusieurs semaines de procès, tenter de démontrer la culpabilité de Marc-André Grenon, au-delà de tout doute raisonnable, en faisant intervenir plusieurs témoins clés, dont des spécialistes scientifiques, comme Valérie Clermont-Baudouin, la biologie judiciaire qui va expliquer le procédé de détermination de la piste offerte aux policiers avec le logiciel patronyme expliqué plus tôt. La biologiste judiciaire Caroline Paquet va rappeler au jury quelles sont nos connaissances sur les analyses ADN, l'amélioration des procédés d'identification de ceux-ci depuis ces 20 dernières années et la conservation quasi éternelle de ceux retrouvés sur les lieux du crime. Ainsi que la docteure Caroline Tanguay, pathologiste judiciaire, qui va revoir le rapport d'autopsie qu'elle n'a pas pratiqué à l'époque avec le jury pour les aider à comprendre l'ensemble des détails de l'agression de Guylaine Potvin. Elle listera que le pathologiste avait constaté à l'époque sur le corps de l'étudiante un traumatisme contendant à la tête et aux épaules, une marque de morsure sur le sein gauche et des blessures autour du cou et des organes génitaux. Des saignements et des ecchymoses étaient également présents sur le corps, ce qui signifie que le cœur de la victime battait encore lorsque les blessures ont été faites. Il avait conclu que la victime était morte d'asphyxie, à la suite d'une combinaison d'étranglement manuel et par ligature avec une ceinture retrouvée sur la scène du crime. Ses colocataires viendront également témoigner que Guylaine Potvin ne connaissait pas Marc-André Grenon et qu'il n'avait aucun lien. Audrey Saint-Pierre racontera à nouveau la journée qu'elle a passée avec son ami le jour du drame. Le procureur de la Couronne va aussi révéler les images de la scène de crime et de la victime prises lors de l'investigation au jury. Pour éviter de communiquer l'horreur de ces images à la famille, ils ont été placés dans une autre pièce pendant leur diffusion. Et durant le procès, coup de théâtre. Voyant que ça sent mauvais pour lui et qu'il y a bel et bien des preuves portées à son encontre, Marc-André Grenon va reconnaître sa culpabilité dans l'affaire. Ses avocates, Madame Karine Poliquin et Madame Vanessa Farran, vont donc plaider que l'intention initiale de Grenon était de commettre un vol et qu'une altercation avec la victime qui l'aurait surpris a mené au décès, et que, bien sûr, tout contact sexuel avait eu lieu après le décès de la victime. Elles en veulent pour preuve que Marc-André Grenon n'avait aucune idée que les colocataires de Guylaine étaient absentes et que les autres chambres avaient été également fouillées. Souvenez-vous, des objets précieux manquaient. L'avocate de la défense a donc suggéré une condamnation pour meurtre au deuxième degré. Le juge, François Huot, a dit dans ses dernières directives au jury que contrairement à ce que soutenait la défense, il n'était pas nécessaire que l'accusation prouve que l'agression sexuelle
avait eu lieu avant le décès, mais seulement qu'une agression ou une tentative d'agression s'était produite dans le même ordre d'événements que le meurtre. Ce qui, on va se dire, ruine pas mal la défense de Marc-André Grenon. Le verdict. Après plusieurs jours de procès et seulement 1 heure de délibération du jury, Marc-André Grenon est reconnu coupable du meurtre au premier degré de Guylaine Potvin et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Concernant le second procès pour l'agression sexuelle de Karine Saint-Denis et la tentative de meurtre qu'elle a subi, Marc-André Grenon est également reconnu coupable et condamné à 15 ans de prison. Mais ayant déjà reçu la peine maximale avec le meurtre de Guylaine Potvin, elles ne sont pas cumulables et seront effectuées en même temps que celle-ci. Ce qui n'a pas vraiment plu à Karine Saint-Denis. Et je la comprends. Pour la couronne, ils sont très satisfaits de ce dénouement, comme la famille de Guylaine Potvin, qui s'était abstenue de commentaires pendant les procédures judiciaires. Janine Cahouette a parlé après le verdict. C'est avec un grand soulagement et beaucoup d'émotion que nous accueillons ce verdict de culpabilité de la part du jury. Après tant d'années à nager dans le néant et la souffrance, nous tournons aujourd'hui la dernière page de ce long chapitre de nos vies respectives. Ceci dit, nous restons marqués à jamais par le départ subi de notre belle Guylaine. L'extrême violence dont elle a été victime était à l'opposé de ce qu'elle incarnait, soit la douceur, le calme, la bonté et la paix. Au terme de son procès, les avocates de Grenon avaient porté en appel le verdict de culpabilité, mais l'homme qui a été traité de lâche, de dépravé sexuel et d'assassin par le juge du procès, c'est cadeau, a déposé à la cour d'appel un acte de désistement en reconnaissant enfin, après le verdict, son crime une fois derrière les barreaux. Donc, à ce moment, il reconnaît que oui, il a bien tué Guylaine Potvin et non, ce n'était pas un cambriolage qui a mal tourné. Toute la procédure d'appel est donc annulée et il reste en prison. Depuis, la famille de Guylaine a créé le fonds de Guylaine Potvin pour poursuivre la mission que s'était donnée la jeune femme, soit celle d'aider son prochain en reversant l'argent des dons reçus à différents organismes du domaine de la santé et de l'éducation de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est ici que se clôt notre affaire. Et toi, que penses-tu du jugement de toute cette enquête ? J'attends ton avis dans les commentaires. Je souhaite aussi te remercier pour l'accueil que tu as réservé à notre premier épisode de True Crime, le cas Carl Giroir. Ça fait chaud au cœur. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je te mets une fiche quelque part par là ou quelque part par là. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de RTCA. Bye.